Bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous avez passé une très bonne journée en notre compagnie. Nous voilà arrivés au temps fort de notre traditionnel keynote speech avec une personnalité. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir pour vous Yann Arthus Bertrand. Bonjour. Bonjour. Besoin de vous présenter. Difficile de résumer un parcours aussi riche que le vôtre. Que dire? Vous êtes toujours passionné pour le monde animal et les espaces naturels. En témoignant par l'image de la beauté de la Terre, vous faites comprendre toute l'importance qu'il y a à la préserver. Avec la fondation Good Planet, vous avez ouvert la voie à la sensibilisation du grand public et à l'élaboration de solutions concrètes en faveur d'un mode de vie plus responsable, plus respectueux de la planète et de ses habitants. Vous portez des projets pédagogiques comme le développement durable Pourquoi, avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Écologie. Plus récemment, vous avez donné la parole à 2000 femmes à travers 50 pays différents dans le cadre du projet mondial Women. Alors, au-delà de votre réputation de grand photographe, vous êtes un militant de la protection de notre planète. C'est pourquoi nous avons la chance de vous avoir parmi nous aujourd'hui, ce soir, pour nous sensibiliser encore plus sur l'urgence, selon le thème de notre journée, d'agir maintenant pour une nouvelle ère. C'est à vous, Yann Arthus Bertrand. Merci. Merci beaucoup pour cette très gentille introduction que je ne mérite pas tous ces gentils. Faire avec. Si. Aujourd'hui, tout le monde a pris il faut. On vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Alors, bon, j'attaque, j'y vais. Alors, je vais vous parler une petite présentation que normalement je fais de visu. Hein, là, c'est un peu différent. C'est la première fois que je le fais d'ailleurs comme ça, de loin. Alors, vue du cœur, bien, c'est pas vue du ciel, bien sûr, vous avez bien compris. Alors, ça, c'est une photo qui est très, très connue. Et c'est une forêt de mangroves. Alors, les mangroves, ce sont des forêts qui poussent dans la mer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a perdu 50% des mangroves du monde. Et c'est important parce que les mangroves, il y a énormément d'animaux qui vont nicher. C'est vraiment une nurserie pour les poissons et pour le monde de la mer. Alors, je vais vous raconter un peu ma vie. Même si je suis écolo depuis que j'ai 20 ans, je m'intéresse beaucoup à l'écologie. Entre 20 et 30 ans, j'ai dirigé une réserve zoologique et j'ai beaucoup de lions. Les lions, c'est un animal très gentil, quand élève, très tendre. Et j'avais une réserve quand j'ai créé avec ma première femme. Et aux autres toiries, ils tuaient les bébés lions, donc j'en ai beaucoup élevé au biberon. J'ai vraiment été dans ce parc que j'avais, c'était un peu la spécialité, c'est d'avoir des animaux apprivoisés. On ne ferait pas ça aujourd'hui, hein. C'était vraiment, il y a 50 ans, ça paraît loin. Ce lion s'appelait Victor et j'aimais beaucoup. Et mon idole était Jane Goodall. Jane Goodall, qui est une primatologue, une scientifique anglaise, c'est la première qui a vraiment travaillé sur les chimpanzés en leur donnant des noms et non pas comme d'habitude en donnant des numéros. C'est vraiment quelqu'un qui a travaillé d'une façon différente et je rêvais de faire une étude sur les lions, parce que j'étais un peu spécialiste des lions, de faire sur les lions la même chose que Jane avait fait sur les chimpanzés. Donc je suis parti avec ma femme, Anne, au Kenya, et pour préparer une thèse sur le comportement des lions. Ce qui est formidable en France, c'est que même si on n'a aucun diplôme, moi j'étais très très mauvais à l'école, on peut faire une thèse, si on trouve un directeur de thèse, on peut faire un doctorat sur les lions, sur le comportement des lions. Et Pierre Pfeffer, qui était un scientifique du muséum, avait accepté que je fasse, et j'ai construit ma maison en bois. Là, c'est un truc formidable de construire sa maison soi-même au Kenya. La maison était sur pilotis parce que quelquefois l'eau, il y avait de très grosses crues et l'eau montait plus haut. Et c'était un moment incroyable, une maison inouïe avec les éléphants qui passaient devant ma maison. C'était un peu le jeu de l'aventurier complet et j'ai adoré ce moment. Et je dis souvent que je ne m'étais pas aperçu qu'à ce moment-là, j'étais très heureux. Vous savez, ce moment, on passe des moments incroyables dans votre vie. Vous vivez au Kenya, ma femme qui était très très proche des femmes Maasai, qui ont parlé beaucoup des animaux. Et on a passé là-bas 3 ans incroyables avec des animaux qui n'ont pas peur de vous. Ce qui est formidable au Kenya, c'est que les animaux sont habitués à l'homme. Et donc, je rêverais, moi, qui habite la forêt de Rambouillet, que les cerfs et les biches qui sont autour dans la forêt, je puisse les approcher comme ça. Et donc, pendant 3 ans, on a suivi tous les jours une famille de lions. Ça, c'est des vieilles images qui ont déjà presque 40 ans, où on travaille sur les lions. Et c'est un moment incroyable. Sur les lions, c'est de prendre des notes tous les jours sur ce qu'ils mangent, les chasses, les accouplements, le territoire, les mortalités des lionceaux. Il faut savoir que près de 5 mouraient la première année. La vie était très dure. Et c'est là où je suis vraiment devenu photographe. C'est vraiment les lions qui m'ont appris la photographie. Le directeur de thèse avait accepté qu'on fasse
ce doctorat, quoi, cette soutenance de thèse, moitié en photo, moitié en texte. Ma femme écrivait et moi, je faisais des photos. C'est vraiment les lions qui m'ont appris la photographie, qui m'ont appris la patience, m'ont appris sans doute la beauté évidente de la nature. Et c'est vraiment un moment qui a vraiment changé ma vie. Alors, il faut savoir que dans le Masai Mara, si un jour vous devez aller au Kenya faire un voyage, je vous conseille d'aller au Mara au mois d'août, parce que c'est extraordinaire. Il y a des milliers de gnous, des centaines de milliers de gnous qui traversent la rivière. Et chaque fois, c'est un lac incroyable. Et les lions, à ce moment-là, deviennent fous, parce que c'est très facile pour eux de chasser. Et même les mâles, qui normalement ne chassent jamais, se mettent à attraper les animaux, parce qu'il faut savoir que le territoire appartient aux lions et que les lions ne sont que des hôtes de passage. Ils vont se battre pour virer les lions qui sont là. Ils vont se faire nourrir par les lions. Voilà, ça c'était la lionne qu'on adorait, qui s'appelait Maléfice, qui portait très mal son nom, qui avait pris en charge le groupe. Ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, dans le Masai Mara, dans cette réserve, c'est les descendants de ces lions, 40 ans après, qui sont là encore. C'est-à-dire que vraiment le territoire est transmis de génération en génération, toujours aux lions. Hein. C'est toujours les lions qui gardent le territoire. Voilà les petites cartes qu'on avait pour reconnaître les lions, la petite carte d'identité. La façon plus facile pour les reconnaître, c'est de compter les poils de moustache. Voilà, donc vous voyez, c'était vraiment un moment formidable. C'est vraiment là où je suis devenu photographe. Par exemple, c'est une photo qui est très connue, que j'ai faite, que tous les photographes animaliers connaissent. Et ça, je ne l'ai pas du tout vu quand je l'ai faite, parce que je travaillais en Argentine, mes films, je développais mes films, bien sûr. Quelques mois plus tard, j'allais en France pendant la saison des pluies au mois de mai-juin, et à ce moment-là, je découvrais ce que j'avais fait. Donc, je travaillais sans vraiment travailler à l'aveugle, sans voir ce que je faisais, puisqu'on travaillait en argentique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, l'époque, les lions, ils étaient 450 000. En Afrique, aujourd'hui, ils sont 30 000. Voilà, c'est absolument incroyable, comme tous les animaux sauvages, un peu comme les ours ou les loups en France, dérangent l'être humain. Et qu'aujourd'hui, dans les réserves en Masai Mara où je travaillais, quand j'allais de Nairobi à la réserve, il n'y avait que des zones sauvages. Aujourd'hui, tout ça, c'est entièrement cultivé. Et donc, les lions ont beaucoup plus de place pour trouver du gibier. Donc, ils rentrent il y a plus de lions dans la réserve. Et les Maasai, la même chose pour leurs vaches, ils rentrent dans les réserves. Et donc, aujourd'hui, tués par les Maasai, non pas avec des lances comme ils faisaient avant, mais malheureusement, enfin, aujourd'hui, il faut savoir que l'animal sauvage dérange l'homme. Et on en reparlera peut-être tout à l'heure encore, mais le WWF estime qu'on a perdu, et écoutez bien ce chiffre, c'est invraisemblable, en 50 ans, on aurait perdu 70% du vivant sur la Terre. 70, on est consommé la Terre. Et si vous voulez, c'est vraiment une expérience de ma vie. Jamais à cette époque-là, quand je travaillais sur les lions, j'aurais pu imaginer que j'entendrais parler de la disparition des lions. Alors, pour gagner ma vie, j'étais pilote de montgolfière, et c'est comme ça que j'ai découvert la photographie aérienne. Voilà, et ça a été pour moi vraiment une aventure incroyable, formidable, de découvrir. Bien sûr, qu'on fait une étude, le territoire est très, très important, donc je découvrais le territoire vu d'en haut, donc c'était assez magique, et c'est un peu comme ça que je suis devenu un photographe animalier spécialisé en photographie aérienne. Mais ça, c'est la rivière Mara, qui était ma maison. On voit très bien l'espèce de petits lits de la rivière qui se sont asséchés. Alors, je passe 3 ans au Kenya. Quand je reviens, je vends mes sujets à beaucoup de journaux, Géo, le Figaro Magazine, Paris Match. Et en fin de compte, je ne soutiens pas la thèse. Quand on fait un livre qui sort, je me suis dit, ça ne sert à rien de devenir scientifique, on a fait notre travail, je préfère de devenir photographe. Ma femme, par la suite, a fait un doctorat de lettres, mais moi, j'ai décidé de non pas de devenir scientifique, mais de rester photographe. Et mon ami Hervé de la Martinière, qui m'avait présenté, qui a fait mon premier livre sur les lions, me dit, pourquoi tu ne fais pas un livre sur Paris ? Et donc, je commence à faire un livre sur Paris vu du ciel. À cette époque-là, il faut imaginer qu'on n'avait pas Google dans notre poche, tout comme sur notre téléphone. Hein. La photographie aérienne est quelque chose de très, très nouveau. Aujourd'hui, on a tous la photographie aérienne de notre maison sur le téléphone. À cette époque-là, ça n'existait pas. Donc, la photographie aérienne est quelque chose de très nouveau. Et là, pendant 10 ans, je deviens photographe. Je fais beaucoup, beaucoup de choses, toujours un peu avec la nature. Mais je deviens un photographe de grands reportages. Je travaille pour Géo, le National Geographic, Paris Match. Et là, ça c'est Diane Fossé. Je raconte une petite histoire qui est un petit peu longue, je suis désolé. Diane Fossé qui étudie les gorilles au Rwanda. Je vous le fais bref, ma femme a un très grave accident de voiture, elle était enceinte, donc je m'occupe du bébé, parce que ma femme ne pouvait pas s'en occuper. Pendant 3 mois, je me suis occupé du bébé vraiment comme une mère le ferait. J'avais quelqu'un dans la journée, la nuit, c'est moi qui m'en occupais.
Et un jour, on m'appelle, est-ce que tu veux aller voir Dian Fossey au Rwanda? Ben, je dis non, je peux pas. Et ma femme me dit, elle m'entend, elle me dit, écoute, vas-y, ça fait 3 mois que tu t'emmerdes avec nous, vas-y, pars au Rwanda. Je reconnais que je dis pas non, je dois reconnaître que je dis pas non, et je pars immédiatement préparer mon voyage. Je pars au Rwanda, à Kigali, et en sortant j'habitais sur une péniche, ma femme me dit au revoir, elle glisse, et elle était avec des béquilles, je vais la ramasser, et je me coince le dos, mais je me coince le dos vraiment, c'était vraiment le dos très très coincé. J'arrive à Kigali, on me fait des piqûres de cortisone, et je monte voir Dian Fossey, toujours avec très mal au dos. Là, je passe un moment incroyable autour des gorilles. Il faut vraiment avoir vu dans sa vie, je pense, ces animaux incroyables, qui sont très gros, très très costauds. Je m'étais assis dans un petit coin au début, le premier jour, en les regardant de loin, puis d'un seul coup, ils sont tous venus autour de moi. Il y a même un mâle qui s'est endormi en mettant sa tête sur mon pied et qui s'est endormi en ronflant. C'était vraiment incroyable l'émotion que j'ai eue de voir des animaux si importants, si gros, qui n'avaient pas peur de l'homme. Ça, c'est un côté un peu magique pour un photographe. Bien sûr, les gorilles, c'est un animal qui est bien sûr en voie de disparition, parce que c'est un animal il y a beaucoup de déforestation, beaucoup de braconnage, et surtout, ils sont au milieu au Congo, avec l'histoire du coltan, vous savez, ce matériel, cette pierre, ce matériau qui nous sert pour les téléphones portables, ils sont au milieu d'un débat, et donc les pauvres gorilles souffrent un petit peu là-bas. Et donc, je passe 15 jours là-bas avec les gorilles, je vois Dian Fossey tous les jours, et vraiment, je passe un moment formidable. J'étais tout seul, parce que Dian Fossey ne voulait pas que les Africains approchent des gorilles à cause du braconnage, et de tous les jours tout seul. Et c'est les guides qui m'emmenaient, qui me laissaient y aller. Et puis un jour, j'avais toujours très très mal au dos, très très mal au dos, et il y a des sorciers qui m'avaient fait des massages, pas tout, prières. Et puis un jour, mais c'est pas un ça, vous voyez, qui me fait une vraie parade d'intimidation, et qui tourne autour de moi, qui casse des branches, et qui tourne, et qui me donne un grand coup dans le dos et qui me remet ma vertèbre en place. L'histoire, même quand on est dans la foule et les gens rigolent, j'entends les gens rire, et là c'est un peu silencieux, mais remis en place ma vertèbre, et l'histoire est absurde. Et puis alors en 1992, la grande Rio, qui est la première conférence sur l'environnement, voilà, c'est Mitterrand qui avait organisé cette. On peut dire que c'est la première COP où on commence à faire un gros travail sur la Terre artificielle, et pendant 10 ans, je vais photographier la Terre. Au début, c'est pour beaucoup plus parler de la beauté du monde, de la beauté de la Terre, et puis en fin de compte, je me laisse embarquer dans autre chose, et je commence à parler avec les scientifiques, et donc je deviens un activiste, et je comprends que le travail que je fais est un travail beaucoup plus important que je pensais, parce que je peux dire, à cette époque-là, on parlait très très peu d'environnement comme on en parle aujourd'hui, de façon très différente. Alors, d'abord, quand je suis né, on était près de 2 milliards. Aujourd'hui, on est près de 8 milliards. C'est absolument incroyable. Dans ma vie d'homme, j'ai vu la population du monde doubler, quadrupler. C'est absolument incroyable. Et ça se voit. On voit que l'homme s'installe partout. Et là, alors je fais ces photos je fais des photographies aériennes. Parfois, je parle pas le premier, c'est pas vrai, mais peut-être le médiatiser de cette façon. Par exemple, on parle de la barrière de corail. Aujourd'hui, on a perdu près de 50% de la barrière de corail en Australie. À cette époque-là, c'était un peu moins. Mais c'est vrai qu'on commençait à comprendre un petit peu ce qui se passait, sans vraiment comprendre, parce qu'à ce moment-là, on ne parlait pas du tout de changement climatique. Le changement climatique, on a commencé à en parler, surtout avec Al Gore en 2004-2005. Avant, on voyait que les coraux blanchissaient, mais on ne savait pas très bien pourquoi. Donc aujourd'hui, on a perdu près de 50% du corail, c'est absolument incroyable. Donc là, je vais vous parler beaucoup de chiffres sur mes photos aériennes. Vous voyez, il y a un petit hélicoptère qui est là. C'est souvent, je me débrouillais pour un hélicoptère comme des touristes. J'essaye de trouver une échelle, parce que sans l'hélicoptère, on ne comprend pas très bien l'échelle de ce que je suis en train de photographier. Donc c'est très important de la photographie aérienne de montrer un petit détail. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand vous comprenez un petit peu comment le monde s'est fait, c'est qu'il faut savoir qu'au début, sur la planète, il n'y avait pas de terre, il n'y avait rien, il n'y avait aucune terre, la terre c'est un caillou. Et que d'un seul coup, il y a les plantes qui sont arrivées. Là, vous voyez, il y a une plante qui pousse dans les Tsingui au Madagascar. Et la plante, elle ne prend pas
la matière de l'arbre vient du ciel. C'est la photosynthèse, hein, c'est l'histoire incroyable de ce mélange du carbone. Il y a un effet de serre sur la Terre, et que cet effet de serre, s'il n'y avait pas l'effet de serre, il n'y avait pas de serre sur la Terre, la Terre serait à moins 50 degrés. Donc, vous voyez pourquoi l'effet de serre c'est important. Bien sûr, on l'augmente d'une façon pas normale en ce moment, mais il faut l'effet de serre. Et donc, il y a une espèce de magie incroyable qui se fait sur la Terre. Il y a des plantes qui poussent. Il faut savoir qu'au début, il n'y a pas du tout de cailloux, et que doucement, toute la Terre qu'on trouve aujourd'hui, toute la Terre, ce sont des millions et des millions et des milliards d'animaux qui sont morts de terre et l'humus. Et ça, c'est assez fascinant de comprendre que toute la d'un arbre, elle vient du ciel, elle ne vient pas de la terre. Et quand vous mettez un arbre à brûler dans votre cheminée, ben, vous renvoyez dans l'atmosphère. Alors, les forêts primaires, ça, c'est des forêts, une photo que j'ai faite en Guyane, qui est assez connue. Il faut savoir qu'on déforeste, alors je ne sais pas vous dire de bêtises, mais on déforeste chaque année près de 13 à 15 millions de forêts primaires dans le monde. C'est énorme, hein, énorme, c'est pratiquement la taille de la Belgique. Et une forêt primaire, on ne peut pas la fabriquer. On peut planter des arbres, mais une forêt primaire, il faut des milliers d'années pour la faire. Il y a énormément de biodiversité. Et donc, toutes ces choses-là, je commence en volant, en survolant la Terre, je me rends compte quelque chose qui ne vaut pas des sas. Par exemple, c'est à Bornéo, c'est la déforestation pour l'huile de palme. Alors, c'est très, très beau et en même temps, c'est épouvantable. Aujourd'hui, à Bornéo, il n'y avait pratiquement qu'une forêt. Aujourd'hui, je crois que la forêt à Bornéo ne représente plus que 10% du territoire. Mais véritablement, la déforestation, encore aujourd'hui, alors qu'on le sait, est encore quelque chose de très, très important. Alors, c'est des photos un peu en vrac où je vous raconte un petit peu des choses que j'ai envie de vous dire. Par exemple, une baleine, c'est assez intéressant. Ça, c'est la baleine franche. C'est une baleine qu'on appelle la baleine franche, que c'est une baleine on pouvait tuer très facilement. C'est pour ça qu'on l'avait surnommé la baleine franche. Il faut savoir que c'est le pétrole, les baleines. Parce qu'avant qu'on découvre le pétrole qui puisse brûler dans les lampes pour éclairer les villes, on se servait de la graisse de baleine. C'est incroyable de savoir que c'est vraiment le pétrole qui a sauvé les baleines. La photographie aérienne, c'est aussi du graphisme, très très important pour moi. Et comme vous voyez sur un truc comme ça, c'est les dates qui sont en train de sécher. Vous avez les dates qui sont toutes fraîches, qui sont jaunes, et en séchant, elles deviennent marron. Et vraiment, les paysans, sur beaucoup de mes images, me dessinent des peintures incroyables. Et quand je vois ça, c'est un côté magique, quoi. Et il faut savoir que près de 70% de mes grandes photographies aériennes, c'est vraiment de la chance. Rien n'est préparé. Ça, je ne savais pas que ça existait. La même chose pour ces filets qui sèchent, ces vieux filets qui sèchent en Corée, où ils font les petites algues vertes qu'on met pour les sushis, qui font sécher sur les vieux filets, ça fait des couleurs et des peintures extraordinaires. Le graphisme est très, très important dans mon travail. Ça, c'est le lac Baïkal, pareil, avec un graphisme incroyable. Le lac Baïkal, c'est 20% de l'eau douce du monde. C'est inimaginable, c'est un lac qui est en Sibérie, près de Irkoutsk, 20%. C'est très, très beau. Alors, quand on fait de la photographie, quelquefois, on photographie de très près, comme ici, par exemple, ça va faire mètre sur 2 mètres, c'est de l'eau en Islande, l'eau des glaciers qui est très, très bleue, qui est absolument magnifique, avec l'eau rouge qui vient du fer. L'Islande est un pays formidable. Si un jour vous devez faire un voyage, je vous conseille d'aller en Islande, c'est vraiment un pays incroyable. Il ne fait pas beau tous les jours, c'est un peu le problème, mais c'est vraiment un pays extraordinaire. Et ça, c'est les photographies que je fais. Vous voyez, très très haut, la différence, avant c'est très près, l'hélicoptère me permet de monter et descendre un peu comme un espèce de pied volant. Et vous voyez, on voit des flamants roses un peu sur la droite, je ne sais pas si vous les voyez sur la photo, c'est le lac Megadis, c'est un endroit que j'aime beaucoup, je vais régulièrement, qui est un espèce de lac salé absolument incroyable, et c'est vraiment un endroit très 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 beau. Donc la recherche de la beauté est toujours donner du sens à ce que je fais, très important. Par exemple, flamants roses. Ça, c'est les flamants roses, c'est une photo que j'ai faite dans les années 80, avec un ULM, on n'avait pas d'hélicoptère à ce moment-là. Et il y avait 800 000 flamants roses au lac Nakuru. Aujourd'hui, ils sont environ 200 000. Pourquoi? Parce qu'autour du lac Nakuru, il y a énormément de serres qui ont été faites pour les fleurs. Vous savez que toutes les fleurs que vous achetez l'hiver ne sont pas faites en France, elles viennent du Kenya, du Chili, d'Éthiopie, et ça va bien sûr un impact très fort sur la biodiversité au Kenya. Alors les flamands ne sont pas morts à cause de la pollution, ils sont pas en partie parce que le fait qu'on mette des roses, on irrigue énormément, et comme c'est de l'eau salée, les flamands ne trouvaient plus assez de nourriture, et donc aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Au Kenya, aujourd'hui, on trouve un petit peu ce qui se passe dans le monde partout, hein. C'est-à-dire sur les réfugiés, la pauvreté, la surexploitation, la religion de la croissance. Le Kenya, c'est comme tous les autres pays, alors que c'est un pays absolument très protégé là-dessus. Ça, c'est une photo que j'aime beaucoup, que j'ai faite au Kenya il y a très longtemps, très ancienne, où tous les animaux, tous les éléphants, votre cerveau vont à l'ombre de cet arbre.
Il faut savoir que la perte de diversité, je le répète encore une fois, c'est absolument invraisemblable ce qui se passe en ce moment quand les chiffres, imaginez qu'on a perdu, je le répète, parce que ça me paraît inouï, 70% du vivant en 50 ans, c'est absolument incroyable. Voilà. Et les éléphants, aujourd'hui, on parle de la disparition inévitable des éléphants. Au monde, il n'y a pas très longtemps, les éléphants étaient 20 millions au début de 1900, aujourd'hui, ils sont environ 350 000 et on perd chaque année 20% des éléphants, 10% des éléphants, pardon. Et les éléphants étaient extrêmement protégés au Botswana, par exemple, et on s'aperçoit qu'il y a, je ne sais pas si vous avez entendu parler, en Botswana et en Namibie, il y a des éléphants qui sont morts par une bactérie, on ne comprend pas très bien, par centaines, on pense que c'est dû au changement climatique. Alors bien sûr, quand on fait de la photographie aérienne, ça s'intéresse aussi beaucoup aux gens, aux villes, parce que quand vous êtes en avion, en hélico, les villes, c'est un peu comme une fourmilière dans la forêt, bien sûr, ça vous intéresse. Il faut savoir que chaque semaine, il y a environ 3 millions de personnes qui rejoignent les villes. 3 millions de personnes qui rejoignent les villes chaque semaine, donc les villes grandissent de plus en plus. Et bien sûr, quand vous faites de la photographie aérienne, vous le voyez, bien sûr. On estime que en 2050, 75% de l'humanité vivra dans les villes. Ça, c'est bien sûr, on voit bien sûr des bidonvilles gigantesques. Ça, c'est des bidonvilles à Guayaquil, c'est en Équateur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bidonville? Un bidonville, c'est un endroit où vous n'avez pas d'acte de propriété, il n'y a pas d'assainissement, souvent il n'y a pas de courant électrique. Voilà, ça c'est la définition d'un bidonville pour les Nations Unies. Il y a près d'1,5 milliard de personnes qui vivent dans un bidonville. Voilà. Bien sûr, les déchets, alors, ça fait toujours des photos assez spectaculaires, mais on estime qu'il y a 2 milliards de tonnes de déchets produits par an, c'est absolument dingue. Et depuis le début qu'on a fabriqué le plastique, on a fabriqué 8 milliards de tonnes de plastique et seulement 9% sont recyclés. Donc, vous voyez, donc il y a une grande partie de milliards de tonnes qui sont. Alors, bien sûr, quand vous vous intéressez, dès que je photographie quelque chose, c'est de comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, par exemple, pour parler des conteneurs, 90% du commerce mondial passe par le transport maritime. Pendant que je vous parle, là, en ce moment, il y a 20 millions de conteneurs qui sont sur les bateaux dans le monde. 20 millions de conteneurs, c'est absolument incroyable. Alors ça, c'est une photo que j'aime beaucoup. C'est une ville, Sanaa, qui est au Yémen. C'était avant la guerre. On pouvait encore. C'est vraiment une des capitales plus belles que j'ai jamais vues. Alors ça me permet de pouvoir parler de la guerre. Vous savez, aujourd'hui, attendez, je reviens un peu en arrière. Je ne sais pas quand je reviens en arrière. C'est comme ça, non? Je voulais revenir en arrière. Ah bien. Comment on fait en arrière? Voilà, c'est ça. Voilà. Là, je suis à Sanaa, donc. Pourquoi j'ai envie de parler du Yémen? Parce qu'en France, nous sommes toujours le 3e vendeur d'armes au monde, ce qui est assez étonnant. Voilà, on est le pays des droits de l'homme. Et aujourd'hui, quand il y a dans ces guerres-là, 80% des morts, ce sont des civils et 30% sont des enfants. Voilà. On peut réfléchir à ça. Et le budget militaire des armées mondiales, c'est de 1700 milliards de dollars. 1700 milliards de dollars uniquement pour les budgets militaires. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire pour l'éducation, voilà, pour faire avancer le monde avec cet argent. On est encore un peu comme au Moyen-Âge à se battre un peu comme. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est la mosquée d'Alep. Ça, c'était avant. Photo que j'ai faite avant vous voyez, et ça, la mosquée d'Alep aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, ça c'est une photo que j'ai fait aussi à Damas, c'est tous les satellites qu'il y a sur ces maisons. Aujourd'hui, quand vous voyez bien que la grande révolution du siècle, en fin de compte, c'est moi, quand j'étais gosse, je m'imaginais vous savez, les voitures qui volaient dans les rues. J'ai 74 ans, l'an 2000, pour moi, c'était une espèce de magie, de science-fiction. En fin de compte, les bagnoles sont toujours dans les rues avec les embouteillages, malheureusement. Mais la grande révolution du siècle, c'est comme la communication. Je suis toujours fasciné de pouvoir quelqu'un au bout du monde en Skype, comme s'il était à côté de moi. Vraiment, la communication, c'est absolument incroyable. Imaginez qu'il y a 30 000 chaînes de télévision dans le monde, 30 000 chaînes de télévision, il y a 4 milliards de gens qui sont sur Internet, et il y a 7 milliards d'abonnements de téléphone. Puis il y a plus d'abonnements de téléphone qu'il y a d'êtres humains. Absolument incroyable. Alors bien sûr, le graphisme avec les avions, encore, c'est les fameux avions qui bombardaient le Vietnam, et pendant la guerre, les Américains ont bombardé le Vietnam et le Cambodge, ont envoyé 3 fois plus de bombes sur le Vietnam et sur le Cambodge que pendant la dernière guerre. Vous imaginez, c'est incroyable. Alors ça, les photos sont très graphiques, très belles, mais en même temps, c'est des engins de mort. Et ça se passe à San Diego, aux États-Unis, où ils ont un énorme désert, où ils ont un énorme stock d'avions. Dans le désert, on stocke tous les avions militaires. C'est assez spectaculaire. Alors,
quand on parle du changement climatique, et je vais vous en parler un petit peu, la différence, d'abord, il faut savoir quelle est la différence entre les glaces d'Arctique et les glaces d'Antarctique. C'est que l'Arctique, c'est une mer qui est gelée. Donc, même si ça gèle, si ça fond, c'est pas très grave, ça va pas faire monter le niveau de l'eau. Par contre, si le Groenland fond, ça va changer beaucoup les choses. Et comme si l'Antarctique fond, ça va changer beaucoup les choses. Là, ça va faire monter le niveau de l'eau. Alors, bien sûr, là, c'est le passage, les bateaux qui passent sur le passage nord-ouest. Avant, les bateaux ne pouvaient pas passer par le pôle Nord. Ils ne pouvaient pas aller du Pacifique à l'Atlantique. Ceux qui passent par le canal de Panama, aujourd'hui, ils peuvent passer par le Nord. Voilà. Il faut savoir que quand on parle de la fonte des glaces aujourd'hui, c'est absolument fou les chiffres qui arrivent aujourd'hui. Les chiffres, je suis en train de faire un film qui s'appelle Legacy, qui est la suite du film Home. Quand je vois les chiffres de la fonte des glaces, c'est vraiment impressionnant. C'est absolument incroyable. Il y a pas, l'année dernière, le 14 juillet, il y a une base américaine qui est au nord du Canada, qui est pratiquement en Arctique, qui est à 900 km du pôle Nord. C'est où normalement la température moyenne de cet endroit au mois de juillet, c'était 0,1 degré. Cette année, ils ont eu 21 degrés. Absolument incroyable. Et le Groenland font 7 fois plus vite que dans les années 80. C'est impressionnant. L'Antarctique, c'est un peu la même chose. Hein. Voilà. L'Antarctique font 3 fois plus vite depuis 2012. Alors maintenant, on sait que les scientifiques disent que la fonte est partie, quoi. Ça va fondre. Bon, ça va pas fondre. On n'est pas demain, l'eau ne va pas monter de 50 mètres ou de 20 mètres. La mer va monter, mais c'est parti. On n'arrêtera pas la fonte. En Antarctique, par exemple, avant, il y avait des arbres en Antarctique. La concentration de carbone était exactement la même que celle qu'il y a aujourd'hui, à l'époque où il y avait des arbres en Antarctique. Donc ça nous fait réfléchir. Et puis, ce qui est impressionnant, c'est aussi le permafrost, hein, ces espèces d'énormes zones, c'est pratiquement un tiers des zones de l'hémisphère nord qui sont de la terre gelée. Voilà, c'est 1/5 de la surface du monde. Et c'est un méthane qui est à l'intérieur, hein, c'est 28 fois supérieur au CO2. C'est une glace qui est mélangée avec beaucoup de bactéries, et c'est vraiment une véritable bombe climatique. Kilimandjaro, ouais, que j'ai photographié il y a quelques années, sans glace, vous imaginez. Il y a une accélération en ce moment du changement climatique. D'ailleurs, on le sent tous, hein, les incendies qu'on a eu cette année, tous les incendies qu'on a eu en Australie, au Brésil, en Amérique. Quand vous voyez cette photo de San Francisco en plein jour, éclairé par les feux de forêt, vous imaginez bien que les Américains aujourd'hui, ceux qui ne croyaient pas au changement climatique, sont en train malheureusement vont essayer vont y croire. Il y a 300 000 Américains qui ont été déplacés à ce moment de ces énormes incendies. Alors, les énergies fossiles, hein, vous avez bien compris ce que c'était. Les énergies fossiles, c'est tout l'univers, tous les animaux vivants, morts, qui ont capturé le soleil, et cette énergie qui était pleine d'énergie, avant, on servait de l'énergie du vivant avant de découvrir le pétrole. Maintenant, on se sert de l'énergie des morts, des plantes et des animaux qui sont morts pendant des millions d'années qu'on récupère, et ça a changé notre vie complètement, quoi. Ça a transformé notre vie. Il faut savoir que les énergies fossiles, c'est le sang de notre économie, donc c'est très important, et qu'aujourd'hui, les subventions aux énergies fossiles, c'est un chiffre que j'ai vu dans le monde l'autre jour, il y a 10 millions d'euros par minute donnés en subventions aux énergies fossiles. Voilà. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'énergies durables, hein, comme des éoliennes, comme les panneaux solaires, mais malheureusement, ces énergies, elles se sont additionnées aux énergies fossiles, ça n'a pas diminué les énergies fossiles. Quand j'ai fait mon film Home, il y a 11 ans, on consommait 90 millions de barils de pétrole par jour. Aujourd'hui, on en consomme 100 millions. Donc, on fait complètement le contraire de ce qu'on devrait faire. On est complètement incohérent là-dessus. Le charbon, qui est toujours la première énergie consommée pour faire du pétrole à 70% dans le monde. Non, pas pour faire de l'électricité, pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, bien sûr, les éoliennes, bien sûr, il y a toute je suis très souvent attaqué par des gens. Qu'est-ce que vous pensez des éoliennes? Enfin, les éoliennes, c'est quand même quelque chose, c'est pas l'idéal, mais c'est pas mal. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à réduire surtout nos énergies fossiles. C'est le plus important. Alors, les paysans souvent me font quand on fait de la photographie aérienne, je suis un peu prisonnier de la beauté de ce que font les paysans qui dessinent du graphisme sur le sol, et souvent c'est assez magnifique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens les plus pauvres du monde, ce sont des paysans. C'est pour ça qu'ils rejoignent les villes. Voilà. 70% des gens les plus pauvres du monde sont des paysans. Et dans les gens les plus pauvres, c'est aussi les femmes. Dans les gens les plus pauvres du monde, 70% sont des femmes.
Bon, on en parlera tout à l'heure quand je parlerai de mon film sur les femmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les femmes font 50% du travail des hommes, du monde, 50% du travail du monde, excusez-moi, et qu'elles ne possèdent que 1% du capital du monde. Donc elles font 50% du travail, elles ne possèdent que 1%, selon les chiffres des Nations Unies. Voilà, c'est une photo que j'aime beaucoup parce que c'est près de Tombouctou, un endroit où on ne peut plus aller maintenant aujourd'hui, où voilà, on s'aperçoit qu'avec un peu de déchets animaux, de l'eau, on arrive à faire pousser des salades en plein désert, c'est assez spectaculaire. C'est un peu ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance, hein, les gens qui ne vendent rien, qui travaillent uniquement pour se nourrir. Ils sont 1,5 milliard environ dans le monde. Alors bien sûr, notre agriculture à nous, elle a complètement changé. En faisant le film Legacy, là, j'enregistrais la voix hier soir, je disais par exemple que c'est absolument incroyable qu'aujourd'hui avec le pétrole, un paysan, avant le pétrole, quand il produisait 1 tonne, eh bien aujourd'hui avec le pétrole, un paysan tout seul peut produire 500 fois plus. J'ai été vérifié dans les bouquins, c'est les chiffres de la FAO. Un agriculteur aujourd'hui, avec un tracteur et du pétrole, peut produire 500 fois plus qu'avant le pétrole, c'est absolument incroyable. Il faut savoir que la France est un des pays qui a le plus grand territoire agricole au monde, puisque 52% de notre territoire est agricole, et pourtant on achète 50% de notre nourriture à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on privilégie des grandes cultures les céréalières comme sur cette photo, puis on va acheter les primeurs et tout ce qui est le maraîchage à l'étranger, que la main-d'œuvre coûte beaucoup moins cher. Voilà. Et puis, ça c'est intéressant, ce sont les abeilles, pratiquement toutes les abeilles qu'on mange, les amandes qu'on mange, excusez-moi. Ça fait drôle de parler devant un ordinateur. Le miel, les amandes qu'on consomme viennent de Californie, et voilà, à 90%. Elles sont pollinisées par des abeilles qui viennent par. Il y a 1 500 000 bruches qui sont déplacées uniquement pour polliniser ces grands champs d'amandes aux États-Unis. On apporte même des abeilles d'Australie, vous imaginez? C'est absolument incroyable. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, notre agriculture est devenue vraiment quelque chose d'industriel. Ça n'a plus du tout par rapport à ce qu'on faisait. Imaginez les amandes que pouvaient faire nos paysans dans le sud de la France il y a quelques temps. La viande, c'est la même chose. Aujourd'hui, on est dans une espèce de fabrication. On fabrique de la viande vide, un peu comme des plantes. On pousse pour les consommer. C'est absolument incroyable. Et si la population du monde était multipliée par 4 depuis que je suis né, notre consommation de viande a été multipliée par 8. C'est absolument, absolument invraisemblable. La Chine, aujourd'hui, consomme 2 fois plus de viande que les États-Unis. Et regardez cette photo inouïe de ces usines à veaux, à petits veaux. Aujourd'hui, dès que les vaches laitières, bien sûr, pour faire du lait, il faut qu'elles passent un veau tous les ans. Et donc, les petits veaux sont enfermés dans ces espèces de cagibi, là, pour pousser là-dedans. Voilà, et ils ne peuvent pas sortir. Voilà, il y a une réflexion, vraiment une réflexion qu'on peut se faire sur la façon dont on traite nos animaux. Une vache laitière, normalement, on peut vivre jusqu'à 12, 13, 14 ans. Aujourd'hui, une vache laitière, en moyenne, ne vit que 4 ans. Parce que, bien sûr, à un moment, elle va moins produire de lait. Donc, et comme les paysans ne gagnent pas très bien leur vie, dès qu'une vache a moins de rentabilité, elle part à l'abattoir. Ça, c'est une photo que j'aime beaucoup. C'est un Africain en Côte d'Ivoire qui est sur un champ de coton. Alors, ce qui est intéressant dans cette photo, c'est que j'ai parlé avec ce type-là et que c'est l'endroit où on faisait ce coton bio. J'étais resté en contact avec eux, c'était dans le nord de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce coton bio était beaucoup plus cher que le coton américain bio qui arrive en France, souvent avec des machines ou même avec des OGM, donc l'usine a fermé. Ce coton bio ramassé à la main vaut beaucoup plus cher que du coton fait par les pays modernes. Nous, on subventionne notre agriculture, donc le coton est beaucoup moins cher que le coton qui est produit à la main en Afrique. Et donc, on a tué complètement le textile en Afrique. Il faut savoir aussi que tous les vêtements que vous donnez, vous savez, quand vous donnez des vêtements à la Croix-Rouge, quand vous donnez vos vieux vêtements, très souvent, ça va en Afrique. Et dans tous les petits villages africains, on voit des marchés, on voit des vêtements du monde entier qui sont là, qui sont vendus, tous nos déchets, tous nos vêtements. C'est bien sûr, on a beaucoup trop de vêtements dans nos placards et souvent, on les vide pour les donner à la Croix-Rouge, dans les villes, il y a toujours des grosses boîtes pour mettre les vêtements. C'est un peu la même chose avec le maïs, la même histoire avec le maïs qu'on trouve. Le maïs subventionné américain est beaucoup moins cher que le maïs ramassé à la main au Kenya. Alors, il faut savoir qu'au Kenya, le maïs est la première la chose que consomme la nourriture principale. Et qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour eux d'acheter du maïs américain que de cultiver le maïs. Alors, les réfugiés, ça, par exemple, c'est un camp de réfugiés que j'ai fait au nord du Kenya qui s'appelle Dadaab.
il y a 60 millions de réfugiés dans le monde, et souvent ces réfugiés sont... Alors ça, vous voyez, je vous montre un peu tout ce que j'ai vu en me promenant. C'est un peu dans tous les sens, je suis désolé, mais c'est vraiment, vous promenez comme ça, vous voyez des photos, vous essayez de réfléchir à ce que vous voyez, à ce que vous pouvez dire dessus. Et aujourd'hui, il y a 60 millions de réfugiés dans le monde, et ces 60 millions vivent surtout dans les pays en voie de développement. Hein. Ils sont surtout au Tchad, voilà, en Jordanie, ils sont beaucoup plus dans les pays en développement que chez nous. Et ça, c'est le camp de Dadaab que personne ne connaît, qui est au nord du Kenya. C'est le plus grand camp du monde. Et il a 470 000 personnes. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, moi, il se trouve que je suis impliqué dans pas mal d'actions avec les réfugiés. Quand vous vivez au Kenya ou en Éthiopie ou au Mali et que par votre téléphone, parce qu'aujourd'hui, par Internet, tout le monde sait ce qui se passe. Aujourd'hui, quand vous vivez dans un pays où il n'y a pas de démocratie, pas de travail, pas de santé, pas d'éducation, vous n'avez qu'une envie, c'est de vivre dans ce paradis incroyable que vous voyez sur votre téléphone tous les jours pour rejoindre ce pays incroyable. Donc, quand vous voyez un gars qui balaye dans la rue, un black, n'importe quoi, moi je sais quel est le chemin qu'il a parcouru. Et souvent, l'argent qu'il gagne, il en envoie une grande partie à sa famille. Voilà. Et puis alors, je travaille pendant 10 ans, je fais ce livre, La Terre vue du ciel, qui a un succès incroyable. Pourquoi il a un succès incroyable? C'est que tous les musées refusent de faire une exposition. J'étais devenu vraiment activiste et je voulais montrer ces images, je voulais que les gens lisent des légendes, j'avais envie de communiquer ce que j'avais appris. Et en fin de compte, les musées refusent mon travail et donc on invente des expos dans la rue, et ce qui fait un énorme succès pour le livre. Et cette exposition rue de Médicis, peut-être que vous l'avez vue à Paris, a été reproduite dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et on a à gauche, c'est au Bangladesh, et à droite, c'est à Rio. Et après la Terre vue du ciel, je continue à voler un petit peu. Alors, quelquefois, l'hélicoptère, c'est assez dangereux, quand même, il faut faire gaffe. J'ai eu 3 accidents, dont un assez fort aux États-Unis pendant le Katrina, l'ouragan. Et on aurait dû mourir, vraiment, on aurait dû mourir. Il y a une chance incroyable. L'hélicoptère, on est tombé dans un arbre. Bon, je le fais bref. Et on était ivre de joie avec mon assistant d'être encore en vie. On était complètement ensanglantés. On est tombé un peu perdu connaissance quelques instants. Les Américains sont venus nous chercher. Et je me suis retrouvé sur un porte-avions. Et c'est drôle parce qu'à ce moment-là, j'étais tout seul sur un porte-avions, mais coupé mes vêtements, j'étais à poil, j'avais rien du tout. J'étais tellement le pilote, qu'il y avait une coupure sur le front qui avait coulé sur moi. Et je me suis trouvé tout seul là-bas. J'étais loin de mon pays. Et j'avais qu'une envie, assez étonnamment, c'est de boire du vin. Alors là, je me dis, parce que pour moi, le vin, c'était mon pays, c'était mes amis. Et je criais, je veux boire un verre de vin, il paraît-il. Et donc, ils m'ont fait une piqûre pour m'endormir. Voilà l'histoire. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup plus avec des drones. Hein. Ça, c'est une photo qu'on a été faire à Mossoul pour le film Woman. Et vous allez bien voir que quand on fait de la photo en drone, ça n'a rien à voir avec la photo d'hélicoptère. Le drone a vraiment aujourd'hui révolutionné un peu notre façon de travailler et c'est bien. Alors, c'est pas la même chose, on peut aller beaucoup moins loin. Mais aujourd'hui, depuis quelques années, je ne fais plus du tout d'hélicoptère, on travaille qu'en drone. Voilà. Et aujourd'hui, tout le monde fait du drone. Hein. Tous les photographes ont dans leur sac un petit appareil, un petit drone. La photographie aérienne, quelque chose de très exceptionnel il y a une vingtaine d'années, devenu aujourd'hui très, très classique. Alors, en même temps de mon travail sur la photographie aérienne, j'ai travaillé aussi beaucoup sur les races anciennes françaises qui sont en train de disparaître. J'ai monté un studio au Salon de l'Agriculture. Pendant des années, j'ai fait ça. J'ai adoré faire ce travail. Voilà. Puis un jour, on m'a demandé de faire un travail sur les Français pour l'Express. Et je continue. C'est un travail que je continue. Je suis en train de faire un film qui s'appelle France, une histoire d'amour, où je vais aller à la rencontre des Français. On fait un film à travers le studio. Alors ça, c'était mon boucher qui était à Montfort-l'Amaury. C'est vraiment le boucher ressemble vraiment à un boucher. L'épicier ressemble vraiment à un épicier. Et puis mon président, il ressemble aussi vraiment à un président. Là, c'est vraiment un travail que j'ai adoré faire. Ça continue d'ailleurs. Ça, c'est avec des gilets jaunes. J'ai fait il n'y a pas très longtemps. J'ai fait aussi un livre sur les chevaux qui est assez connu que j'ai adoré faire. Voilà. Ça, c'était un peu ma vie de photographe. Et puis à un moment, j'ai basculé un petit peu. On m'a demandé de faire de la télévision. Et j'ai fait l'émission Vue du ciel. Et j'ai vraiment découvert la vidéo, qui était assez la même chose pour moi de faire de la photo ou de faire de la vidéo. C'est un peu la même chose. Hein. C'était le cadrage. Et un jour, je rencontre Luc Besson et tous les deux, on discute. Et il me dit que je devrais faire un film en aérien. Et voilà le film Home qu'on appelle, que vous avez peut-être vu. Si vous ne l'avez pas vu, il est gratuit sur YouTube. Je vous conseille de le regarder. Ah, normalement, le film.
La vie, ce miracle dans l'univers, est arrivé il y a presque 4 milliards d'années. Et nous les hommes, il y a seulement 200 000 ans. Et pourtant, nous avons réussi à bouleverser cet équilibre. Avant la fin du siècle, cette exploitation sans mesure aura épuisé la quasi-totalité des réserves de la planète. Contempler ce qu'il nous reste peut nous aider à accepter ce nouveau défi et nous convaincre. Tout ce que tu vois n'est pas seulement un paysage. C'est le visage aimé de notre terre. C'est vrai qu'aujourd'hui, je fais beaucoup plus de cinéma que de photo, même si j'ai toujours mon appareil photo avec moi et je continue à travailler. Mais c'est vrai que le cinéma m'intéresse beaucoup. Là, j'ai fait un film qui est peut-être le film le meilleur qu'on ait fait, qui s'appelle Human. Il est aussi gratuit sur YouTube, je vous conseille de le regarder. Ça vient, un jour, je suis tombé en panne dans un petit village au Mali avec les agriculteurs de subsistance, ces personnes qui ne vendent rien. Et ces gens m'ont raconté leur vie de façon très simple. Et je me suis aperçu, en bout de ces 3 jours avec eux, ils m'ont parlé de leurs enfants, on parlait de la peur, de manque d'éducation, de la peur de la météo, la peur d'être malade, parce que si vous êtes malade, vous ne pouvez pas cultiver. Si vous ne pouvez pas cultiver, vous ne pouvez pas nourrir votre famille. Et ces choses-là, ils me les ont dites en me regardant droit dans les yeux. Et ça m'a donné l'idée de faire ce travail qui au début s'appelait 6 milliards d'autres, qui avait montré dans une exposition, d'envoyer en fin de compte des gens qui vivaient sous mes photos, de poser les mêmes questions à tout le monde et de faire ce travail d'interview sur les gens. Et donc, on a fait ce film qui s'appelle Human, grâce à la Fondation Bettencourt. Voilà, un petit teaser du film. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Je ne suis qu'un homme parmi 7 milliards d'autres. Depuis près de 40 ans, je photographie notre planète pour essayer de comprendre la Terre sur laquelle je vis. Alors que l'humanité progresse, j'ai le sentiment qu'on vit toujours dans un monde à 2 vitesses. Plongé dans les inégalités, déchiré par les guerres. On n'arrive toujours pas à vivre ensemble. Aujourd'hui, naïvement, comme un enfant pourrait le faire, j'ai envie de poser une question. Pourquoi ? Pourquoi de génération en génération reproduit-on les mêmes erreurs ? Ce n'est pas dans les chiffres et les statistiques que je cherchais une réponse, mais dans l'homme. Pour moi qui photographie la planète, c'est dans les visages, les regards, les paroles, que je vois aujourd'hui une façon forte de plonger dans l'âme des hommes. Un proverbe dit que les yeux sont le miroir de l'âme, je le crois. Car il n'y a rien de plus fort que quelqu'un qui te regarde droit dans les yeux et qui t'ouvre son cœur. Chaque rencontre te fait avancer, chaque histoire est unique. En me plongeant dans celle des autres, j'avais envie de comprendre. Avons-nous tous la même soif d'amour, de liberté et de reconnaissance ? Dans un monde tiraillé entre la tradition et la modernité, nos besoins immuables sont-ils partout les mêmes ? Et au fond, qu'est-ce qu'un être humain aujourd'hui ? Quel est le sens de sa vie ? Nos différences sont-elles si grandes ? Ne partage-t-on pas plus de valeurs qu'on ne le croit ? Et si oui, pourquoi est-ce toujours si difficile de se comprendre ? J'avais envie de poser toutes ces questions, de parler de l'humanité. Un pari fou, utopiste. Avec mes équipes,
Nous l'avons pris avec beaucoup d'humilité. Pendant 2 ans, nous avons parcouru 65 pays, filmé la nature et les espaces que l'homme a créés, fait plus de 2000 interviews pour aller à la rencontre des autres. Ceux dont on parle et surtout ceux dont on ne parle jamais, ceux qui pour la première fois racontaient leur vie. J'ai voulu extraire les hommes de leur environnement, ne garder que les visages et la parole. Imaginez un film où la force des mots résonne sur la beauté du monde. Proposer un voyage à travers des paysages, mais surtout à travers des histoires humaines. Dans Human, il n'y a pas de commentaires. J'ai laissé la parole brute, pure. En mettant au cœur du film les mots de l'humanité, la pauvreté, la guerre, l'immigration, l'homophobie. J'ai fait des choix engagés, politiques. Mais les hommes m'ont aussi parlé de tout, de leur difficulté de grandir comme de l'amour ou du bonheur. Et c'est la richesse de toutes ces paroles humaines qui fait le cœur de Human. Alors, si vous n'avez pas vu Human, je vous conseille d'aller sur YouTube. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais si vous n'avez pas vu Human, je vous conseille d'aller sur YouTube le voir. Il y a la version cinéma qu'on a mis en ligne pendant le confinement, qui est une version très longue de 3h15. Mais c'est vraiment formidable. C'est vraiment. Et par contre, cette recherche de la beauté que j'ai en moi, je m'aperçois qu'elle est beaucoup plus attirée par la beauté des gens, quoi. Un paysage beau, d'accord, c'est beau, j'en ai vu. Mon métier a été de photographier la beauté. Mais quelqu'un qui te raconte quelque chose, qui te fait vibrer, pour moi, la beauté essentielle, elle est là. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, passer un petit extrait de Human. C'est le président d'Uruguay, le président de la République d'Uruguay, qui est un type qui avait été en prison pendant 10 ans, qui est un ancien, qui avait été envoyé par Fidel Castro pour combattre l'extrême droite, et qui est devenu au Chili, vous savez, les Condors, au Chili, au Brésil, en Uruguay, et en Argentine, il est devenu président d'Uruguay. Et je voulais absolument l'interroger parce que c'est vraiment quelqu'un, c'est un homme politique que je respecte le plus. Et voilà ce qu'il nous dit sur notre façon de vivre. Pero no ahora por ser presidente. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en el calabozo. Y tuvimos 7 años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia, inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Alors voilà, ça c'est vraiment une vidéo que j'adore. Je trouve que ce type, il est tellement brillant. Alors. Il nous avait raconté quand il était en prison qu'il parlait avec les fourmis. Il était enfermé sans lire un livre pendant 7 ans. Et je pense qu'il parlait vraiment avec les fourmis. Enfin, il est assez extraordinaire et je pense qu'il a tellement raison. J'ai maintenant une autre interview que j'aime beaucoup, c'est une intouchable. Une intouchable, ce sont des espèces de castes indiennes. Ils sont 160 millions en Inde. Ce sont des gens qui n'ont
pas beaucoup de droits, que c'est vraiment la dernière caste. C'est les gens les plus pauvres du monde. Vraiment, j'ai jamais vu une pauvreté pareille. L'hiver, ils vont chercher dans les trous des rats de quoi se nourrir, ce qu'elle nous avait raconté. Et j'avais dit à cette dame qu'on avait été interviewée, on l'avait amenée en dehors de son village pour qu'elle soit libre de parler. Puis à la fin de l'interview, je lui dis, est-ce que tu as un truc à raconter aux hommes politiques? Et en fin de compte, la vidéo que vous allez voir maintenant a été projetée aux Nations Unies devant tous les présidents. Et voilà ce qu'elle a dit. बिछौना बीनू, बर्तन बीनू, हमरे का मुँह तानी जा, जाड़े हमरे का कल पता नहीं जा, अन्न बीनू कल पता नहीं जा, हमार लड़का मुँह ताड़ा सन, हमरे का घर नहीं खे, दुआर नहीं खे, ना हमरे का खेती बा, हमरे का देश तक उधारी फौड़ा चला के ले खाता नहीं जा, और में ले खाता नहीं में हमरे का एक बार खाता नहीं, एक बार हमरे को उपास करता नहीं जा. हमने का क्यों सुनवाया नहीं के सरकार का सुनवाया बाने सरकार सुनवाया नहीं की सरकारों अपना खतरा बानी गरीबों खतरा हमने खतरा नहीं की सरकार हमने के इतनी नेताजी लोग आके द्वार पर हमने के देख ली जे कैसा नौकरी के घर बा द्वार बा का खाता रे सा का पिया तारे सा चटनी रोटी खाता रहे सन, नून मरचा खाता रहे सन, पटाई रहता रहे सब अपना घर में, गुटियाई रहता रहे सन, 72 बिनू, ओढ़ना बिनू, बिछौना बिनू, केकरा आगे रोई जा, नेता लोग आगे रोता नहीं जा. Qui va nous aider? Qui va nous aider? Ça, c'est quelque chose souvent qu'on peut se poser la question. Qui va aider ces gens-là? Alors, après, je vais vous montrer le petit teaser du film qu'on a fait. Après avoir fait ce film sur Human, il était évident qu'il fallait qu'on fasse un film sur les femmes, parce que c'est une chose qu'on n'avait pas assez creusée. Et puis, il y a une injustice, c'est les femmes incroyables dans le monde, on en a parlé un petit peu, mais par exemple sur l'illettrisme, 70% des illettrés sont des femmes, même sur la santé en Afrique, les femmes meurent beaucoup plus que les hommes. Voilà, il y a toute elles ne sont pas soignées de la même façon. Et je voulais faire un film sur les femmes, j'ai travaillé avec Anastasia Mikova, on a fait le film réalisé tous les deux ensemble. Je pense qu'on a fait un film formidable. Je peux vous dire que moi, en tant qu'homme, c'est un film qui a fait beaucoup avec une équipe de femmes, il y avait 18 femmes et seulement 2 mecs dans l'équipe. C'est vraiment un film qui m'avait changé le regard sur ma mère, sur mes sœurs, sur ma femme. Bon, c'est peut-être que j'étais un peu couillon, mais voilà, je me suis aperçu vraiment juste que je ne savais pas. En tout cas, d'avoir interrogé 2000 femmes pendant 2 ans m'a fait changer mon regard sur les femmes autour de moi, m'a rendu meilleur, je le pense. Ça, c'est aussi ce métier formidable. Voici le teaser du film. I love being a woman. I love the tenderness, the sensitivity, the uniqueness of what it really means to be a woman. Que, independente de raça, de cor, de etnia, de crespo, de liso, mulher merece respeito. Mulher. En tant que femme, je peux faire quelque chose pour que le monde change demain. I am your daughter, your wife and a mother. I am your sister, I am your lover. I am no quitter, I am a fighter. I want the power that you took away from me. Avoir un enfant handicapé, c'est la preuve, pour moi, de l'amour infini des mères. Cet enfant ne me regarde pas souvent, ne m'embrasse pas, et je l'aime. I could do anything now that I've had a baby. I have produced a human being. I am Superwoman. एक हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर एसिड से वार करता है। ये कहाँ की ये संस्ति है? I'm no longer gonna be quiet because it's embarrassing. Ben savaşçı bir kadınım. 向上的女人 A feminist. Batalhadora. Puxa-sama, Exigente. життя радісна. Dynamique. Веселая. Libre. Parfois je dérange, je dis que même Dieu
devrait être une femme. Ah, oui, quand je regardais le teaser, là, toujours avec émotion, parce que c'est vraiment toutes ces femmes qu'on a interrogées. Voilà, je pense que je vieillis pas, je grandis avec mon travail. Ça, j'ai une chance incroyable. Alors, vous avez bien compris que je suis devenu aujourd'hui un activiste. Je me sers de mon travail pour essayer de changer un peu le monde. D'ailleurs, je pense que tout le monde peut changer le monde, hein, quand on soit entrepreneur, quand on soit boulanger, architecte, bâtisseur, à sa façon, on peut le faire. Et donc, nous, on a créé à Paris une fondation qui s'appelle la Fondation Good Planet. C'est un petit château avec 3 hectares. Et d'ailleurs, on va faire une vente aux enchères bientôt. Pour qu'elle reste gratuite, ouverte. Et on va vendre des lots avec des gens. Vous pouvez acheter un déjeuner avec François Hollande, vous pouvez acheter un passé avec une bergère dans les Corbières pendant 2 jours. Voilà, c'est vraiment une vente. Il y a 130 lots, 120 lots assez atypiques. Vous pouvez faire un tour en bateau avec un artisan sur la Seine, vous pouvez déjeuner avec Admiral. Voilà, c'est vraiment, on a fait ça, ça va être en ligne, je crois, demain. Donc voilà, si vous voulez qu'on on vous enverra le lien. Voilà, et dans cette fondation, on met des photos voilà, de Salgado. Et là, on parle des abeilles. Alors, c'est une fondation, vraiment, on parle d'une écologie humaniste. On va aussi bien parler des réfugiés qu'on va parler des abeilles. Je travaille toujours avec le même musicien qui a une énorme collection d'instruments de musique. Et donc, on a créé là-bas un endroit avec des gens qui vous expliquent les instruments. Tout ça, c'est gratuit. Là, c'est Mohamed Younous qui est venu nous parler. Vous voyez, voilà, il y a un endroit de spectacle. Il y a une école de cuisine, ça c'est assez génial, où on apprend à faire la cuisine un peu responsable. Voilà. Vraiment, il y a beaucoup d'utopie dans la création de cette fondation. J'adore cet endroit. Alors, par exemple, derrière moi, vous avez des posters des ODD qu'on envoie dans toutes les écoles du monde. Et si vous voulez en poster, on peut vous en donner. Si vous m'appelez, on peut vous envoyer des kits de posters. On a envoyé dans toutes les écoles de France 17 posters sur les ODD, Objectifs de Moderne, qui a signé la France. Voilà une des photos sur la biodiversité. Voilà. Et voilà tous les posters qu'on envoie. Donc, si vous en voulez, vous pouvez nous contacter. On vous envoie bien sûr un kit de posters. Alors, nous, à la Fondation, on a aussi les grands spécialistes de la compensation carbone solidaire. Vous voyez, il y a un dessin sur le côté. Alors, cette dame, elle s'appelle Madame Alakawi. Et vous voyez, avec d'animaux, on fait des réservoirs de biogaz qui permettent d'avoir de l'énergie propre sans couper du bois. En tout cas, pour les familles indiennes, on est en train de construire 20 000 réservoirs de biogaz. Alors là, ça, c'est un peu pour mon ego. Il n'y a pas très longtemps, je m'occupais d'un orphelinat à Brazzaville et pour le financer, j'avais fait un livre avec le texte du pape Laudato Si. Le Vatican m'appelle et me demande si vous ne voulez pas faire une vidéo illustrer une vidéo du pape qui est en train de parler des océans. Je dis pourquoi pas. Il m'envoie la vidéo était tellement triste, il travaillait à son bureau. Je dis écoutez, je peux pas faire la vidéo, mais si vous voulez, je veux bien les tourner, tourner le pape au Vatican. Il me dit mais non, c'est pas possible, le pape ne veut jamais être interrogé. Et donc je croyais que ça allait pas se faire. Puis ils m'ont rappelé un jour, on m'a dit le pape vous attend. Et on est parti à 3 filmer le pape au Vatican, un moment incroyable et de simplicité inouïe. Et pendant que je faisais l'interview du pape, alors on visite le Vatican le soir, c'était assez rigolo. Le matin, le pape arrive à trouver une chaise dans la forêt. Je ne savais pas comment l'appeler. Il me dit appelle-moi Père François. Et puis il commence à lire son texte sur un énorme prompteur. C'est un grand papier qu'on tenait à la main. Et le pape, il n'y avait pas d'énergie. À un moment, je lui dis écoutez, Père François, là, il n'y a pas d'énergie, ça ne va pas, il faut, s'il vous plaît. Et alors, il y a le type à côté de moi, son assistant, dit Monsieur Artus Bertrand, on ne parle pas comme ça au pape, vous parlez au pape. Alors, le pape, il a rigolé. Et je me suis excusé. Et voilà la petite vidéo qu'on a faite sur les océans. Buen día. Hoy les quisiera hablar de algo que es muy importante y me pesa en el corazón. Hablar de los océanos. Los océanos contienen la mayor cantidad del agua del planeta y también la mayor variedad de seres vivientes.
muchos de ellos amenazados por diversas causas. Y no nos damos cuenta o no nos queremos hacer cargo. No olvidemos que de 2 respiraciones que yo hago, una es por los océanos. Hace un mes recibí un grupo de pescadores. 7 de ellos me dijeron lo siguiente: en los últimos meses recogimos 6 toneladas de plástico. Eso es la muerte de los océanos, es la muerte del todo viviente, es mi muerte. La creación es un proyecto de amor de Dios hacia la humanidad. Un enfoque interdisciplinario para afrontar las amenazas causadas por la gestión injusta de nuestros mares nos va a ayudar a afrontar este gran desafío. Y aquí se juega nuestra supervivencia. Nuestra solidaridad con la casa común nace de nuestra fe. Recemos para que los políticos, los científicos, los economistas trabajen juntos por la protección de los mares y de los océanos. Alors voilà le petit film qu'on a fait avec le pape. Et c'est vrai que si aujourd'hui les grands chefs religieux se mettent à parler d'écologie, ça peut changer beaucoup de choses parce que il y a quand même 8 personnes sur 10 dans le monde qui croient en Dieu, qui croient en Dieu, qui sont religieux. Alors ça, c'est les Nations Unies. J'avais envie de vous parler un peu des COP. Alors vous savez que les COP, chaque année, il y en a chaque année, mais il faut savoir que jamais une COP n'a fait baisser le CO2 parce que malheureusement, toutes ces grandes réunions c'est un peu comme les réunions de copropriétaires. Je crois qu'il y a beaucoup de bonne foi, d'envie de changer le monde, mais ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, malheureusement, on est toujours dans le même système. Alors, on n'arrive pas à sortir de cette tyrannie de la croissance, cette religion de la croissance qu'on a. Ce ne serait pas si difficile que ça. Ça, c'est au Qatar, un des pays qui a la plus grosse empreinte écologique au monde. Aujourd'hui, on pense que si on diminuait de 5% tous les ans notre consommation d'énergie fossile, 5% tous les gens, on pourrait y arriver. Et on vit dans un monde d'énergie fossile. On estime qu'1 litre d'essence, c'est comme 100 personnes qui travaillent une journée. Vous vous rendez compte, 1 litre d'essence. On a besoin de cette énergie pour notre croissance et malheureusement, on n'y arrive pas. Qu'on n'arrive pas à réduire nos énergies fossiles. Là, c'est une photo incroyable qui avait été faite avant le Covid, hein, bien sûr. Il y avait eu, dans une journée, il y avait 200 000 avions quand on volait. Voilà, c'est dingue. 200 000 avions, 200 000 vols. Ça s'avait fait l'année dernière, c'est bien sûr avant le Covid, mais c'était assez inouï, quoi. Alors, bien sûr, il y a la petite Greta, que moi j'aime beaucoup, elle est très maladroite, elle est un peu brutale, mais elle dit un peu les choses avec ça. Je pense qu'elle a la souffrance, elle est assez émouvante, elle a un peu la souffrance des gens qui savent. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, 70% des gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique sont émis par 1/8 de l'humanité. 1/8 de l'humanité, nous, les pays riches, émettent 70% des gaz à effet de serre. L'autre jour, dans Le Monde, je lisais un papier qui disait qu'en 2070, si on continue comme ça, sans essayer de réduire nos énergies fossiles, eh bien, près de 3 milliards de gens devront être déplacés. 3 milliards de gens en 2070, on serait 9 milliards. C'est énorme, 3 milliards de gens. Donc, il y a une vraie injustice de penser que c'est les pays riches qui émettent le CO2. Voilà, je pense qu'on peut le faire. Le Covid a montré qu'on peut arrêter l'économie. C'est compliqué. Voilà, je ne sais plus si je suis optimiste ou pessimiste.
Et je suis un écolo un petit peu perdu là-dedans. Ça fait quand même, je suis écolo depuis une 50aine d'années. Et je m'aperçois que jamais j'aurais pensé, quand j'ai commencé à travailler sur les lions, qu'aujourd'hui, ce qui serait en danger, c'est pas les animaux, c'est l'espèce humaine. Alors, moi, j'ai mon arrière-grand-père qui était éditeur de livres de voyage. Donc, il éditait des livres de voyage, que j'ai encore quelques-uns chez moi, 1830, 1870. Et ces animaux existent encore. Et je me demande si les animaux que j'ai photographiés, il y a 40 ans, eh bien, mes petits-enfants pourront aussi les voir. Et véritablement, aujourd'hui, les lions, par exemple, ont devant eux un avenir assez sombre, parce que d'abord la perte de la biodiversité, mais surtout même les Maasai aujourd'hui tuent les lions à la lance. Alors, je voudrais finir par cette femme que j'ai interrogée à Madagascar, à qui je disais quel est votre plus grand rêve, madame? Alors, on ne l'a pas mis parce qu'elle l'expliquait d'une façon très compliquée, difficile, et donc je vais vous la raconter, mais quel est votre plus grand rêve? Elle me disait, bon, mon plus grand rêve, c'est que mes enfants aillent à l'école, qu'ils réussissent, qu'ils deviennent pilotes d'avion ou docteurs, parce que souvent, dans les pays en voie de développement, les gens rêvent que leurs enfants soient médecins ou pilotes d'avion, c'est le rêve absolu. Et je lui demande quelque chose de plus intime. Elle me regarde dans les yeux très longtemps, elle réfléchit, et elle me dit, j'aimerais mourir avec le sourire. Et c'est vrai que pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire d'accepter sa mort, parce qu'on va tous mourir un jour. Il faut savoir que la mort fait partie de la vie. À 74 ans, c'est une chose en tout cas je pense. Et aujourd'hui, avec le Covid, les gens autour de nous qui sont malades, on y pense peut-être plus que d'habitude. Mais surtout, mourir avec le sourire, ça veut dire d'accepter sa vie et de faire de sa vie soit un exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut donner du sens à sa vie. Et donner du sens à sa vie, ça nous permet de faire ce qu'il faut, d'essayer de faire ce qu'on doit faire pour l'environnement. C'est de réfléchir à notre façon de vivre. Voilà. Donc, je ne vais pas vous faire tous les conseils bout à bout de tout ce qu'on peut faire, mais il y a une chose qu'on peut faire assez facilement, en tout cas, c'est d'arrêter de consommer la viande industrielle. Ça, c'est la chose la plus facile à faire. Pas devenir végétarien, mais d'arrêter de consommer de la viande industrielle. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Parce que je pense qu'il n'y a qu'une chose qui est importante. La seule énergie durable, la plus importante, c'est l'amour. Voilà. J'aimerais finir par cette image du cœur de veau. Dalai Lama m'avait dit, c'est un peu le message d'amour que nous envoie la Terre. C'est un petit peu ça, voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Yann pour ce merveilleux témoignage. Alors, merci aussi de nous avoir fait découvrir ce qu'il y a derrière l'image et peut-être même ce qu'il y a derrière les yeux de Yann Arthus Bertrand, ce côté intime. Enfin, moi, ça m'a beaucoup ému et j'ai trouvé, on va dire, beaucoup de témoignages également, on va dire, de personnalités ou de personnes inconnues, voilà, qu'on rencontre, on va dire, dans vos vidéos qui sont formidables et qui nous font réagir et qui nous font être les témoins de la chance qu'on a d'être les héritiers de la démocratie et de la capacité qu'on a d'agir. Donc voilà, je rebondis, on va dire, sur le thème, en fin de compte, de notre colloque et je vais me permettre de vous poser la première question, si vous me le permettez. Vous avez un regard de photographe, mais un regard qui va beaucoup plus loin, en fin de compte, que celui simplement de l'œil. Derrière, vous nous avez expliqué ce qu'il y a derrière, en fin de compte. Pour faire court, et moi j'ai envie que vous me disiez des choses. Voilà, vous avez une communauté de 600 inscrits là aujourd'hui du secteur de l'industrie du bâtiment. On est prêt à aller dans votre sens, à faire ce qu'il faut pour que, en fin de compte, notre planète survive, que l'humanité grandisse. Alors c'est difficile de nous dire ce qu'il faut faire, mais de votre côté, dans l'industrie du bâtiment, qu'est-ce que plutôt il ne faudrait plus faire? Voilà, et peut-être. Si vous voulez, ce que je vais vous dire, ça ne va pas vous faire plaisir. Je pense qu'il faut éviter le ciment de plus en plus, parce que le ciment, vous avez d'abord, c'est du calcaire. Le calcaire, c'est des animaux morts, c'est des tonnes, c'est du calcaire, c'est du carbone pur. Non seulement c'est du carbone, plus après, il faut le chauffer pour le faire. Le ciment, c'est un matériel incroyable. Et le sable aussi, c'est un matériel. Dans mon film, dernièrement, je disais que la tour de Dubaï, par exemple, la plus grande tour du monde, a été faite avec du sable qui vient d'Australie. Vous imaginez ça? Aujourd'hui, rien nous est interdit aujourd'hui. Donc, c'est réfléchir. Alors, je ne suis pas dans le bâtiment, bien sûr, on a encore besoin du ciment, c'est important, mais réfléchir comment utiliser le moins de ciment possible. Mais vous savez, moi, je ne suis pas dans l'industrie du bâtiment. Vous savez très bien vous-même ce que vous pouvez faire d'éviter. Il faut absolument décarboner nos vies, parce que nos vies sont bourrées de carbone.
dans notre nourriture, dans nos transports, dans ce qu'on achète, donc éviter d'émettre du carbone, tout simplement. Ce qui paraît assez simple sur le fond. Hein. C'est Jean Covici. Je vous conseille de regarder les vidéos de Jean Covici, qui est un ingénieur polytechnique, qui parle beaucoup d'environnement. Il dit qu'il faut simplement, il faudra un Covid par an. Un Covid par an, c'est pas possible. On ne peut pas, tuer l'économie à ce point-là, mais on a été capable pour sauver des vies. On a fait pour sauver des vies, en fin de compte. Hein. C'est uniquement pour sauver des vies, d'arrêter le commerce mondial. Et je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse à comment sortir de cette tyrannie de la croissance. On ne pourra pas continuer à croire dans un monde fini. Tout le monde le sait, de toute façon. Ce qui est assez étonnant aujourd'hui, c'est quand vous demandez aux gens d'une conférence quels sont les gens qui ne sont pas inquiets pour l'avenir, tout le monde est inquiet. Personne. Moi, je me souviens, quand j'avais 20 ans, on n'avait pas peur de l'avenir. Je ne parle pas de la planète, hein, c'est pas sauver la planète. La planète, elle va continuer à tourner sans nous, mais c'est la vie sur Terre telle qu'elle est. Aujourd'hui, quand même, les climatologues et les scientifiques nous disent le climat qu'on a eu pendant 20 000 ans, on ne le retrouvera jamais. C'est incroyable d'entendre ça. Le climat qu'on a eu, qui nous a permis de nous libérer, qui nous a permis de faire notre civilisation, l'agriculture, la façon dont on vit, ce climat ne reviendra jamais. C'est quand même assez inquiétant. Donc, bien sûr, la Terre va se réchauffer, mais on peut décider aujourd'hui, tous ensemble, d'émettre de moins d'énergie fossile. On sait ce qu'il faut faire. Hein. Et c'est ce qui permettra d'aller à la fin du siècle, en 2050, d'être neutre en carbone. L'accord de Paris, c'est d'émettre 2 tonnes par Français. Aujourd'hui, on est à 12 tonnes par Français. Et on n'a rien fait depuis les 5-6 ans de l'accord de Paris. Donc voilà, c'est vraiment un effort collectif. Et c'est pas parce que nous sommes l'État, nous sommes les entreprises. Voilà, je suis citoyen, c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Il n'y a pas de lobby qui nous oblige. C'est vraiment une décision très personnelle. Et assez étonnamment, j'y crois. Je ne peux pas croire que l'homme, avec ce qu'il a inventé, ce qu'il a réussi à faire, n'est pas capable de réagir devant ce désastre annoncé. Voilà. Mais il faut y croire. Et c'est pas évident de croire à des choses, que c'est des choses qui nous dépassent. Comment on peut imaginer la fin de l'humanité? C'est quelque chose impossible à imaginer. Et pourtant, c'est ce que les scientifiques nous disent. Voilà, tout simplement. Mais j'y crois. Je crois qu'on peut arriver à changer les choses, mais il faut être beaucoup plus volontaire. Mais c'est pas les politiques qui peuvent nous l'imposer. Quelque chose que donner du sens à sa vie, c'est important. Essayer de dire qu'est-ce que je peux faire pour les autres, s'occuper des autres, s'occuper de la vie, avoir le pape, il parle de la conscience amoureuse du monde. Et c'est quelque chose de beau, ça d'avoir la conscience de la vie autour de soi. Et on peut tous faire quelque chose. C'est plus facile pour moi qui suis écolo, qui n'ai pas d'employé, qui n'ai pas d'entreprise. C'est beaucoup plus facile pour moi de parler, je sais très bien. Voilà. Non, mais voilà, c'est un message qu'on va prendre à notre charge et progressivement, on va avancer dans votre sens. Voilà, c'est pas mon sens, hein. C'est pas mon sens, c'est la vérité de tous les scientifiques. Mais je pense que tout le monde le sait. Ce que je vous dis là, tout le monde le sait, en gros. On est en une espèce de déni. On ne peut pas croire ce qu'on sait, en fin de compte. C'est ça qui est assez bizarre. Alors, je crois qu'il y a des questions en chat. Voilà. Oui, on a quelques questions, il nous reste que quelques minutes, mais je voudrais vous en poser une. On a parlé du climat, mais vous avez beaucoup touché, je pense, vos auditeurs sur la biodiversité. Donc, les chiffres que vous donnez sur la biodiversité sont très pessimistes, mais réels. Comment voyez-vous le futur de la biodiversité? Je ne suis pas un futurologue, moi, je ne suis pas Jacques Attali. Hein. Je suis incapable de dire ce qui va se passer, malheureusement. Malheureusement. Non, mais il faut qu'on réapprenne à vivre avec la nature. Par exemple, on a un projet formidable à Paris. Et j'essaie, alors je ne sais pas si je vais y arriver à le faire, mais dans ma fondation, il y a un petit champ à côté, il va faire 2 ou 3 hectares. J'aimerais pouvoir enfermer des cerfs et des biches là-dedans pour les habituer, et j'aimerais remettre des cerfs et des biches en bois de Boulogne. Alors ça paraît complètement invraisemblable, relâcher des animaux. Mais pourquoi il n'y aurait pas d'animaux sauvages en bois de Boulogne? Pourquoi on ne verrait pas des biches et des cerfs qui montraient la buffauche? C'est ça le retour de la biodiversité. Vous savez, et puis surtout, alors je le dis vraiment avec essayez d'acheter des produits bio. Alors vous savez, on a perdu en France 80% des insectes volants et 30% des passereaux. Ça, c'est un signe quelque part. Moi, je me souviens quand j'étais gosse, je ramassais des sauterelles pour aller pêcher avec mon grand-père. J'ai plus de sauterelles chez moi dans les îles. J'ai plus de sauterelles, ça n'existe plus. Voilà, donc, consommer bio et malheureusement, alors là, il y a des lobbies forts agricoles, ce qui vient de passer sur la betterave, où on a remis des pesticides. Alors, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile, mais malheureusement, on n'est pas assez radical là-dessus. Donc, d'essayer de consommer bio, puis d'essayer de payer aussi les bons prix aux paysans qui vont bien leur boulot. Aujourd'hui, on peut toujours avoir du moins cher, donc bien sûr, et c'est de la culture généralisée, la culture industrielle. Il faut absolument essayer
De toute façon, vous savez tous ce qu'il faut faire. Manger local, manger moins de viande, faire du vélo, prendre l'avion que quand on a vraiment besoin. Quoi. Et vous savez, moi, 4/5 de ma vie, je suis passé à côté de tout ça. Donc, j'ai vraiment des leçons à donner à personne. Je veux dire, moi-même, si je mets mon bilan carbone, je pense que j'ai un bilan énorme carbone sur l'avion et sur l'hélicoptère. Mais ça ne m'empêche pas de me dire qu'aujourd'hui, je suis trompé, j'aurais dû faire différemment. Voilà. Et donc, une autre question, enfin, on va devoir clore, mais encore une question peut-être un peu générale. Je ne sais pas s'il y a une réponse, mais selon vous et grâce à votre parcours, quelle serait la première mesure universelle que nous devrions prendre pour lutter contre le réchauffement climatique? Est-ce qu'il y a une mesure universelle comme ça? Je vous l'ai dit, hein, c'est que non, mais le problème, c'est que on n'a pas confiance dans les gens qui nous dirigent. On est dans un monde où on n'a pas confiance dans les politiques, et donc on n'écoute pas. Et donc, quand on regardait la taxe carbone, on regardait tout ce qui se passe, je pense qu'il faut vraiment voter pour les hommes politiques qui mettent l'environnement au cœur de leur programme. Parce que ce qui nous arrive devant nous, ça va tuer beaucoup plus de gens que le Covid, mais beaucoup plus. Et je crois que les gens... Regardez ce qui vient de se passer, les incendies qui vont passer cette année. Regardez les inondations qu'il y a eu autour de Nice. C'est dramatique, ça vient de se passer. Et ça, c'est quelque chose qui va se répéter de plus en plus. Voilà, ça va transformer notre civilisation. Je pense qu'il faut absolument prendre conscience de ce qui vient de se passer et d'écouter les scientifiques. C'est ce que dit la petite Greta à 15 ans. Écoutons ce que nous disent les gens. Le problème, c'est que c'est en contradiction avec notre consommation, une espèce de religion de la croissance. On est obsédé, vous comme moi. Moi, j'aime bien vendre de plus en plus de livres. J'aime bien qu'il y ait plus d'auditeurs sur mes films. Mais il faut arrêter. Il faut se dire, voilà, est-ce qu'il ne faut pas se dire, ben ça me suffit, j'ai assez, bon, c'est pas moi qui vais vous faire un cours sur l'économie, je ne suis pas du tout un spécialiste de ça, mais je pense qu'aujourd'hui, qu'on soit ingénieur, qu'on soit boulanger, qu'on soit architecte, on peut tous faire quelque chose et de nous donner du sens à sa vie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'essayer de respecter la vie autour de soi? Voilà. C'est un peu nunuche tout ça, et un peu oui, oui, mais aujourd'hui j'essaie de revenir. Vous savez, en fin de compte, on vit dans la banalité du mal. C'est-à-dire que le mal est autour de nous. Bon, on prend l'avion, c'est pas grave. On prend sa bagnole, c'est pas grave. On prend l'avion industriel, c'est pas grave. Revenir à la banalité du bien, voilà. On ne peut pas tous faire. Tout le monde ne peut pas faire au même niveau. Il y a des gens qui peuvent faire beaucoup, d'autres qui peuvent faire peu. Ben, chacun fait à sa façon. Voilà, et on doit respecter tous les gens qui font. Voilà. Et aussi s'intéresser à ce qui se passe, aider les ONG, vous voyez, les environnementales, humanitaires, d'aider les autres, c'est aussi important. Ça nous ouvre sur un monde meilleur. Voilà. De toute façon, on va vers un changement climatique qu'on ne pourra pas arrêter. On va vers un monde difficile et compliqué. Il faut s'y préparer. Et il y a que l'amour qui marchera là-dedans. Je ne sais pas comment ça marchera, tout ça. Je ne suis pas un collapsologue du tout. Je ne suis pas quelqu'un qui croit à la fin du monde, mais je pense que, en tout cas, les chiffres sur la biodiversité, regardez, c'est le Covid. Le Covid, les scientifiques nous parlent depuis très longtemps des pandémies. Très longtemps. Vous savez, aujourd'hui, la déforestation, le rapprochement des animaux sauvages. On sait d'où viennent les virus. Les virus viennent des animaux sauvages. Le fait de déforester, bon, vous connaissez tous, vous savez comment ça s'est passé. Est-ce que c'est normal qu'un pangolin africain se trouve dans un marché chinois alors que c'est interdit? C'est pas normal. C'est peut-être pas le pangolin, mais quelque chose n'est pas normal, d'accord. Le trafic d'animaux sauvages devrait être interdit. Il y a des moments où il ne faut plus approcher les animaux sauvages. Donc, il faut les laisser vivre dans leur coin et pas obligatoirement déforester, chercher la nourriture à tout prix. Voilà. Merci beaucoup. Je laisse le mot on va devoir arrêter maintenant. Il y avait encore quelques questions, mais il faut qu'on arrête. Je laisse la conclusion à Thierry. Pardon. Oui, il y a une question, non? Comment? Non, mais il faut qu'on conclue. Écoutez, je te laisse conclure, Thierry. Merci Yann, merci on va dire, pour ce témoignage. Voilà, toute la communauté, on va dire, de l'industrie du bâtiment, vous a écouté avec beaucoup d'attention. Ça va être compliqué, effectivement, on va dire, de passer, on va dire, du ciment donc au zéro carbone, mais voilà, la filière est en route. On construit des immeubles en bois avec des matériaux biosourcés. Voilà, réutilisation aussi, réutiliser. Voilà, le recyclage, l'analyse du cycle de vie. On essaye de donner du sens aussi à nos constructions pour qu'elles servent à plusieurs usages. Enfin, voilà, on réfléchit dans toutes les directions, que ce soit dans le secteur académique ou dans le secteur de l'industrie. Et donc, on attend aussi des politiques, aussi des discours fiables et pérennes sur cette question-là. Voilà, donc, au nom du pôle Fibre Énergie Vie, au nom de tous les inscrits, je crois qu'on était plus de 600 à vous écouter ce soir. Eh bien, écoutez, je vous remercie vivement et puis j'espère qu'on aura l'occasion de reparler. Et moi, je vais vous commander des affiches parce que j'en veux dans mes bureaux. Oui, bien exactement. Voilà, on verra aussi le lien.
le lien pour la vente aux enchères pour la fondation. Oui, super. D'accord, très bien. Merci beaucoup, bonne soirée. Maintenant, chers auditeurs, vous rappelez que les rendez-vous d'affaires se poursuivent demain. Donc, je remercie également l'agence Auguste et Louis parce que mettre en place cet événement totalement, de manière digitale, c'est une première pour nous et je pense que c'était une véritable réussite. Il y a eu des échanges nombreux. On clôt cette première journée avec un moment, d'interrogation, d'émotion, mais également aussi d'action. Donc, on va tous se mettre en action. Donc, je vous donne rendez-vous pour la suite de Build and Connect sur la plateforme pendant toute l'année 2021 avec des masterclass, des rendez-vous d'affaires, des retours d'expérience et un annuaire interactif. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis je vous dis à très bientôt.